Merci, bonjour à tous. Évidemment, mille merci pour votre invitation. Je voudrais d'ores et déjà féliciter les membres du comité d'organisation, le président, vice-président et puis tous ceux qui sont autour. Et puis aussi, bien sûr, vous dire mon plaisir de revenir parmi vous à chaque fois. C'est un plaisir renouvelé et des signes sans cesse renouvelés d'amitié. Donc merci à Hicham, à Fawzi et à tous les autres de cette invitation. Le sujet simple qui m'a été donné, c'est celui des émotions et de la socio-cognition dans la sclérose en plaques. Je voudrais évidemment, comme tous mes collègues neurologues, m'excuser auprès de nos collègues psychiatres pour le vocabulaire un peu emprunté à eux, que je vais être obligé d'utiliser. Et évidemment, si jamais il y a des choses qui vous paraissent sortir du cadre psychiatrique strict dans lequel vous le vécu, la perception, tout ça, ben vous nous dites pour qu'on puisse corriger un peu notre tir à l'occasion de prochaines présentations. Alors, tout d'abord, pour retracer de manière simpliste, pour un sépologue de base que je suis, la place des émotions, vous savez que émotion, ça vient de ex movere, ça veut dire sortir de soi. Donc, on ne peut pas avoir des émotions, on peut exprimer les émotions, puisque les émotions, ça sort, entre guillemets, par définition. Quand on dit « il a des émotions », ça veut dire qu'on les a vues, en gros, elles sont sorties. C'est quelque chose d'extrêmement important, et donc c'est très important dans tout ce qui est relations sociales, entourage, communication. Alors ceci, encore une fois, de manière très simpliste, implique qu'il y ait dans ces émotions un input, qui est la perception, et un output, qui est l'expression. Et puis tout ça est modulé par tout un tas de choses qui dépendent de l'éducation, de la culture, de la vigilance, de l'attention, de la cognition et de tout un tas de choses. Et puis vous avez vu au fur et à mesure, encore une fois, la vision que je vous présente ici est extrêmement schématique, mais je pense qu'elle est utile pour notre compréhension. Donc il y a des structures qui sont plutôt dans le domaine, je dirais, du cerveau primaire ou un peu plus de MacLeod, notamment cette structure amygdalienne qui tient des connexions extrêmement puissantes avec l'hippocampe. Si vous pouviez ne pas prendre d'image, ça me rendrait service parce que ça détourne mon attention. Donc je vous remercierai de ne pas le faire. Merci beaucoup. Donc, vous avez ces structures amygdaliennes qui donc, à partir d'un âge extrêmement précoce, tendent des connexions très fortes avec les centres de la mémoire. Et puis, c'est ça qui va donner des émotions instantanées, rapides, qui vont petit à petit être modulées par le cortex orbitaire médian, préfrontal orbitaire et médian, qui seul a des connexions avec l'amygdale. Et c'est lui qui va après projeter et recevoir des informations du cortex frontal, préfrontal dorsolatéral, qui est, comme vous le savez, le centre du jugement, des fonctions exécutives, du raisonnement et je dirais des décisions. On a beaucoup entendu ce matin qu'il y avait de la cognition, de la motricité, de tout un tas de choses. Mais comme il s'agit là du centre de décision où vont arriver les informations parfois conflictuelles, et ceci par l'intermédiaire des centres émotionnels corticaux, le cortex préfrontal, orbitaire et médian, c'est à ce niveau-là que les décisions de l'expression ou non des émotions vont être faites. Alors, je suis désolé pour cette introduction un peu lente, mais ça permet de mettre les acteurs en jeu. Alors concernant les émotions, évidemment, on ne veut pas entrer dans tous les détails. Je suis là juste pour montrer ce dont on s'est principalement intéressé en termes de sclérose en plaques, mais on va essayer de les balayer rapidement. Donc pour les émotions, c'est le rire et pleurer spasmodique, l'euphorie et la lexithymie. Pour la cognition sociale, ce sont les émotions faciales primaires de Beckmann. Là, vous avez les 6 visages, je pense que tout le monde les connaît. Et puis la théorie de l'esprit, qui est l'ensemble des compétences qui vont permettre de comprendre, de percevoir, de prédire et d'anticiper la pensée de l'autre. On va y revenir. Donc tout ça, c'est issu d'études animales. Je pense que beaucoup d'entre vous connaissent tout ça. Et puis c'est surtout nos amis en psychologie sociale qui se sont intéressés à ce type
de cognition chaude, hein, puisque la cognition sociale ou socio-cognition, ça s'appelle aussi la cognition chaude, au début du siècle dernier. Alors, concernant l'anatomie, on en a beaucoup parlé en évoquant les noyaux centraux et tout le reste. Pour la théorie de l'esprit, ben c'est les centres que vous connaissez, l'amygdale, le cortex préfrontal ventrolatéral, le cingulum, le gyrus temporal supérieur et le lobule pariétal inférieur, où se trouve la représentation de nos états mentaux, comme indiqué sur la diapositive. Alors maintenant, concernant les émotions, les émotions primaires, hein, la peur et les stimuli plaisants, c'est plutôt dans l'amygdale. La colère, c'est plutôt dans le striatum ventral. La tristesse, plutôt dans le cortex cingulaire. La joie, plutôt dans les ganglions de la base. Et le dégoût plutôt dans les ganglions de la base et dans l'insula. Donc évidemment, tout ça, c'est issu de différentes études qui ont été faites, puis à chaque fois, il y a des pourcentages de réponses au visage qui ont été montrés. Ça, c'est juste pour vous remettre aussi un peu en place les actions. Alors, comment ça se développe ? La théorie de l'esprit, c'est un développement en fonction de l'âge. Donc, il y a le premier ordre, c'est-à-dire le fait de dire que A pense telle chose. Quand on se met à la place du patient ou de l'enfant qu'on va tester avant ou après 4 ans pour voir s'il a acquis cette première enfin ce premier ordre de la théorie de l'esprit, on va faire des petits tests, genre il y a une boîte dans laquelle il y a des pansements et puis ou sur laquelle il y a écrit pansement, et puis une autre boîte où il n'y a rien écrit, puis il y a quelqu'un qui est dans la salle et on dit à cette personne de sortir. Et puis la personne qui reste dans la salle va prendre les pansements de la boîte dans laquelle il y a écrit pansement et la mettre dans l'autre. Et puis on fait re-rentrer la personne qui est sortie et on demande à l'enfant qui est testé, à votre avis, où est-ce que la personne va aller chercher le pansement. Et donc c'est évident pour quelqu'un qui a acquis le développement de premier ordre, que ça va être cherché dans la boîte où il y a écrit pansement, c'est-à-dire là où la personne les a vus avant de sortir, alors que pour quelqu'un qui ne l'a pas acquis, c'est évident que les pansements ont changé de boîte, donc ils sont dans l'autre boîte. Vous voyez, c'est le type de tests qui sont faits petit à petit dans ce type d'exercice. Alors c'est pareil pour le deuxième ordre, je ne vais pas entrer dans le détail parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, mais là c'est A pense que B pense quelque chose. Hein, c'est-à-dire que c'est la même question, sauf que ça passe par une personne supplémentaire, et ça c'est acquis vers l'âge de 7 ans. Et puis la troisième chose, ce sont les faux pas dans cette théorie de l'esprit qui est acquis vers l'âge de 11 ans. Et là, c'est par exemple, vous faites un grand mariage, quelqu'un vous offre un très joli vase pour votre mariage, et puis 1 an plus tard, vous invitez cette personne à votre mariage avec le vase au milieu et une rose dedans, puis cette personne donne un coup dedans, il tombe et il se casse, et vous dites « Oh, c'est pas grave, de toute façon, je l'aimais pas ». Voilà, ça c'est le faux pas typique, avec des tests qui sont présentés comme ça, et donc on va demander au jugement de l'enfant qui a été élevé ce qu'il pense de la situation, comment il cocherait ça en ces termes-là. Alors en psychopathologie, évidemment, ça a été largement utilisé, on s'en est largement inspiré, et c'est pareil pour de nombreuses maladies neurologiques sur lesquelles ces choses-là sont entrées, c'est pas le sujet d'aujourd'hui. Alors dans la CEP, c'est décrit évidemment depuis très longtemps ces difficultés, là, un peu du comportement social, du relationnel, et puis tous ceux qui font de la sclérose en plaques savent qu'ils n'ont pas besoin ni d'IRM, ni de syndrome clinique isolé, ni de liquide, ni de quoi que ce soit pour faire le diagnostic. Hein. Quand on voit les patients et qu'on leur dit bonjour, on sait déjà qu'ils ont une sclérose en plaques. Hein. Les anti-MOG, qu'ils soient positifs ou négatifs, ne changent rien au diagnostic. Je caricature un peu, mais les gens qui ont vu des patients se disent que un bon 2/3 d'entre eux ont quelque chose de relationnel qui fait que on se dit tiens, ça ressemble vraiment à ce que j'ai vu il y a une demi-heure ou la veille en consultation. Et ça, Charcot l'avait dit plus tôt.
l'avait dit il y a bien longtemps. Et c'est pareil pour les proches des patients qui se plaignent aussi que les patients, ils ont un peu de mal dans leur vie sociale, dans leur vie familiale, dans leur vie professionnelle, et ceci entraîne des isolements sociaux, des conflits familiaux et puis tout le reste. Et la question de toujours, c'est quelle est la part de l'inné, de la part de l'acquis, de la part du réactionnel. Tout ça, bien entendu, reste en termes d'hypothèse, mais on pense de plus en plus que les lésions, vraisemblablement de la sclérose en plaques, pourraient expliquer les lésions et peut-être aussi toute la déafférentation, hein, toute l'atteinte de la circuiterie et la neurodégénérescence pourrait largement expliquer ce type d'atteinte. Alors, quelles sont les spécificités émotionnelles de la sclérose en plaques? Il y a des troubles de l'expression des émotions. Vous voyez déjà la redondance, hein, expression et émotion. On a tous l'habitude d'utiliser ça, mais les émotions sont obligatoirement exprimées. Hein. Donc, les patients ont 30% d'entre eux ont des troubles d'expression des émotions, et puis il y a la perte de contrôle émotionnel sous la forme d'instabilité émotionnelle ou d'incontinence affective, là aussi qui est quelque chose de connu chez ces patients, le rire et pleurer spasmodique qui est assez fréquent. En général, c'est chez des patients qui ont avancé dans leur maladie et après une dizaine d'années d'évolution. Ce n'est pas corrélé à la dépression et c'est contemporain ou peut-être corrélé au déclin cognitif. Alors, concernant les relations avec les images, il y a énormément de débats là-dessus et le débat reste ouvert concernant certaines localisations préférentielles des lésions qui pourraient expliquer le rire et pleurer spasmodique, ou alors le fait qu'il y ait une charge lésionnelle très importante et qui avance, qui pourrait expliquer ça. Alors évidemment, dans une pathologie où il y a plein de lésions, dont certaines sont silencieuses, d'autres s'expriment, plus des anomalies en dehors de la substance blanche lésée, vous imaginez bien qu'aller faire des corrélations anatomocliniques est un exercice parfois un peu périlleux. Alors l'euphorie, là aussi, c'est quelque chose qui se voit, je dirais de manière pas habituelle, mais qui se voit dans la sclérose en plaques, dans 10% des cas. Là aussi, c'est connu depuis longtemps, et c'est associé souvent à des troubles cognitifs avec une charge lésionnelle élevée. Et puis, il en a été distingué 3 types qui semblent être indépendants, qui sont là, l'euphoria sclérotica, l'eutonia sclérotica et la spes sclérotica. Hein, c'est à quelques nuances près, c'est quelque chose qui correspond à cet état euphorique que peuvent présenter les patients. Alors parfois on pourrait appeler ça des patients qui sont dans le déni, parfois c'est une nasonognosie, parfois c'est, vous voyez, ça peut être emprunté à beaucoup de termes en termes de lésions cérébrales, mais c'est une classification qui a été utilisée et je tenais à vous la présenter. Quelque chose d'important, c'est l'alexithymie. L'alexithymie, c'est un sujet sur lequel a beaucoup travaillé notre collègue psychologue Michel Montreuil avec notre maître Olivier Lioncan. Il s'agit d'une faible conscience des émotions et des affects, de difficultés de verbalisation du vécu émotionnel, avec une vie imaginaire qui est limitée, une pauvreté fantasmatique et peu d'élaboration sur le plan mental. Alors les patients sont souvent tournés vers l'extérieur, vers l'action, et puis ils ont une introspection qui est souvent assez limitée. Un fonctionnement alexithymique est donc une dissociation entre l'expérience intérieure de l'affect et la manière avec celui-ci est exprimé. Alors dans la CEP, c'est extrêmement fréquent, hein, ça va jusqu'à 50% lorsqu'on fait des analyses précises avec des échelles, avec une origine complexe, comme d'habitude. Est-ce que c'est les lésions? Est-ce que c'est plus ancien? Est-ce que c'est autre chose? Est-ce que c'est une association? Mais bon, ça fait quand même une belle différence par rapport aux témoins croisés pour l'âge. Et puis ça semble être relativement stable au cours de la maladie, ce qui veut peut-être dire que ça fait partie de manière intrinsèque de cette dernière. Alors il y a plein d'hypothèses qui ont été émises sur l'alexithymie. Est-ce que c'est un dysfonctionnement de l'hémisphère droit? Est-ce que c'est une disconnexion verticale lésionnelle avec une coupure entre le système limbique et le néocortex? Hein, encore une fois, on revient sur les 3 coiffes de MacLeod, le service, le primaire, le limbique et émotionnel et puis le cognitif. Et donc là, on est dans la coupure entre la coiffe cognitive et le système limbique. Ou est-ce que c'est une disconnexion horizontale? Alors on semble avoir plus
d'arguments pour cette dernière, puisque l'équipe de Jean Pelletier, il y a très longtemps, avait étudié en multimodalité le comportement alexithymique chez les patients et avait montré que tous les marqueurs axonaux de transfert intercalleux étaient atteints. Et donc, on semble plus se diriger vers cette disconnexion horizontale. Alors en IRM fonctionnel, il y a eu aussi pas mal de tentatives de localisation. Je vous en présente juste un exemple où une des localisations préférentielles chez les patients alexithymiques semble être le gyrus singulaire et le cortex frontal médian. Alors maintenant, si je reviens aux capacités sociales dans la sclérose en plaques, donc la question qu'on s'est posée lorsqu'on a fait ce travail avec Audrey Henry et sous la direction de Michel Montreuil, c'était de voir si on pouvait expliquer les perturbations comportementales et sociales de nos patients par un trouble de la socio-cognition. Est-ce qu'il y avait un lien avec les atteintes cognitives? Quelles en étaient les bases anatomo-fonctionnelles? Et quelle en était la précocité et la sévérité au départ? Et donc, c'est ce que vous connaissez déjà, les émotions primaires, les émotions faciales primaires qui ont été testées à 2 reprises selon un schéma bien classique, la théorie de l'esprit à chaque fois en prenant 2 exemples, et puis un bilan neuropsychologique pour les corrélations. Et donc voilà les premiers résultats qui ont été publiés assez tôt, en 2009-2010, où les patients qui ont une sclérose en plaques ont une perturbation de la reconnaissance, de la peur et de la colère. Ce qui peut peut-être expliquer le fait qu'on ait un peu de mal avec eux en consultation, parce qu'on a beau leur dire qu'ils ont une maladie potentiellement grave qui nécessite des traitements et tout, mais parfois on a l'impression que l'annonce du diagnostic et la mise en place du projet thérapeutique nécessitent peut-être un peu plus d'efforts, donc il faut peut-être prendre en compte ça. Et puis pareil, on a montré très tôt qu'il y avait aussi une anomalie dans la théorie de l'esprit chez ces patients qui étaient pathologiques par rapport aux témoins croisés. Mais il n'y avait pas de corrélation avec les données démographiques de base et il n'y avait pas de corrélation avec la dépression, la fatigue, les fonctions exécutives. Donc un phénomène, somme toute, peut-être relativement indépendant qui touche ces patients. L'étape d'après a été de voir s'il y avait quelque chose de phénotypable, si on pouvait différencier les rémitants des progressifs et tout ça. Et ben non, on ne peut pas les différencier. Les patients progressifs sont différents des témoins, mais ils ne sont pas différents des patients rémitants. Il y a parfois une différence entre les progressifs primaires et les secondairement progressives, puisque les progressifs primaires se comportaient moins bien pour la reconnaissance de la peur, alors que les formes secondairement progressives, c'était moins bien pour la tristesse. Et on s'est posé à un moment la question de substrats neuronaux distincts. Mais bon, on sait que c'est pas toujours la même chose, la primaire et la secondaire, en termes lésionnels, lorsqu'on examine les patients. Et puis, il faut jamais oublier qu'une progressive primaire, c'est quelque chose que l'on reconnaît au bout de 2, 3, 4 ans d'évolution de la maladie, alors qu'une forme secondairement progressive, en médiane, c'est 15 à 20 ans. Donc vous voyez qu'il y a aussi ce paramètre durée d'évolution qui peut parfois faire la différence entre les patients. Le troisième aspect, c'est l'analyse en cluster, pour voir si on peut dégager des agrégats de patients qui ont des troubles cognitifs, des troubles socio-cognitifs ou les deux. Et ben là aussi, on a 3 clusters principaux. Un qui n'a pas de déficit de la socio-cognition et pas de trouble des fonctions exécutives. Et ça, c'est la grande majorité. Le deuxième a un déficit de la socio-cognition et très peu des fonctions exécutives. Et le troisième, des fonctions exécutives et non de la socio-cognition. Donc là aussi, on peut en analyse de cluster séparer ces patients, ce qui est probablement très important pour la prise en charge thérapeutique, puisque ce n'est pas le même abord si les patients ont des troubles des fonctions exécutives ou ne l'ont pas, en plus des perturbations socio-cognitives. Et donc, en définitive, il y a des anomalies de la cognition sociale dans la sclérose en plaques. C'est indépendant des paramètres de base. Il y a peut-être une différence phénotypique. Ce que l'on observe est précoce et peut-être qu'il y a entre les progressives et les primaires et les secondairement progressives une différence. Alors là aussi, il y a pas mal de travaux qui ont porté là-dessus. Évidemment,
le système limbique est impliqué. Évidemment, comme à chaque fois que l'on fait de l'IRM fonctionnel et du tenseur de diffusion combiné pour voir la connectivité anatomique et la connectivité fonctionnelle, on trouve que dans la sclérose en plaques, il y a plus d'activation et moins de connexion, et qu'il y a un redéploiement vers des circuits qui habituellement ne sont pas stimulés par tel ou tel paradigme. Et là, en l'occurrence, il y a plus de réponses dans le cortex ventrolatéral préfrontal, et il n'y a pas de connectivité fonctionnelle entre les amygdales et les aires préfrontales. Vous vous souvenez de ce que je vous ai montré dans le schéma initial, les relations fortes de modulation sont entre l'amygdale et le cortex préfrontal orbitaire et médian, et donc dans la sclérose en plaques, il y a une coupure de ce faisceau qui pourrait expliquer l'absence de contrôle sur l'amygdale. Voilà, donc en conclusion, les déficits socio-cognitifs dans la sclérose en plaques sont certains, ils sont précoces, ils ne sont pas corrélés aux données de la maladie. Les rapports avec les fonctions exécutives sont encore à étudier, mais il y a un cluster de patients qui ont les deux, et donc une prise en charge commune de tout ça peut être importante. Ça serait bien, je pense, de les dépister à titre systématique et de mettre en place des groupes et des ateliers de rééducation spécialisés, que ça soit de la cognition ou du travail sur la modulation émotionnelle. Et puis je pense qu'il y a quelque chose de très important, et c'est quelque chose vers lequel on se dirige de plus en plus, pas seulement dans la sclérose en plaques, mais dans l'ensemble de la neurologie, c'est vers une prise en charge personnalisée de ce type de patient. Je ne vois pas comment on peut convaincre un patient de prendre en charge son traitement au long cours avec des thérapeutiques parfois fortes, tout en lui expliquant que c'est un traitement entre guillemets préventif, parce que maintenant de plus en plus nos patients n'ont pas grand-chose quand on leur donne des thérapeutiques un peu fortes, sans que ce type d'aspect n'ait été pris en compte, parce que sinon, bien entendu, les patients ne vont pas tenir à bout de bras leur projet thérapeutique. Donc je pense que c'est très important de mettre en place ce type de choses pour personnaliser et augmenter la connectivité en termes de mécanismes compensatoires. J'ai peut-être été un peu long, mais si j'ai encore quelques secondes de votre attention, une seconde alors, vous n'aurez que le premier verre alors. Ah, j'ai l'autorisation. Exceptionnel, exceptionnel. Mais c'est juste pour la sociocognition. Hein. C'est gentil. يا عائدا إلى الدار وفي وسط البيت أحباب في بالك ألف سؤال وفي القلب الجواب يا من تريثت وفي البعد نار الجوى والصبر للمرء عبء يسكنه الضباب إن تمنى الشوق الرجوع إلى الحبيب ناداه عبر المسافات ولو طال الغياب حتى ولو على الفراق دارت ليالي الزمان ومرت عليه أيام وغطى الشمس السحاب. La suite, je pense, au prochain numéro. Oui.